Bonjour à tous, je suis Oreste Driagan, bienvenue dans Nepenthes. Hey, est-ce que vous avez rencontré Carole? Non? Alors laissez-moi vous présenter Carole. Carole est une femme américaine d'âge mûr. Carole s'intéresse à la politique, à l'éducation. C'est une chrétienne protestante et elle se définit comme conservatrice, ça veut dire de droite, dans notre langue imprécise. C'est une fervente partisane du Donald, alors encore président des États-Unis, parce que je vous parle d'une version de Carole qui date de l'été 2019. C'était avant qu'un drame atroce ne vienne bouleverser sa vie à jamais. Important aussi, Carole ne rate jamais aucune intervention de Tucker Carlson sur Fox News je voulais dire. Une chaîne d'infos très à droite, l'équivalent de CNews en France. Enfin, c'est plutôt CNews qui est un espèce de simili McDonald's, tout comme une frange de l'extrême droite française est un cheeseburger raté de sa version américaine. En cet été 2019, Carole va prendre une très mauvaise décision. C'est à ce moment-là qu'elle commet en effet l'erreur la plus fondamentale que puisse commettre une personne d'âge moyen, un boomer comme on dit. Carole va s'inscrire sur Facebook. Cet été-là, Carole renseigne à Facebook les différentes caractéristiques qui font ses valeurs et ses intérêts, dont j'ai brossé le tableau. Elle les renseigne soit directement en suivant des pages et des groupes, soit indirectement en likant, emojisant ou partageant des contenus. Et aussi parce que Facebook c'est tout. Facebook en sait plus sur vous que vos amis, que votre partenaire et peut-être même plus sur vous que vous n'en savez vous-même. Et à partir de ces informations, en moins de 2 jours, et j'insiste, en moins de 2 jours, Facebook se met à proposer à Carole du contenu lié à la mouvance QAnon. Oh, mais peut-être que vous avez la chance de ne pas être terminalement en ligne comme moi et de ne pas savoir ce qu'est QAnon. Auquel cas, je vais pas bouder mon plaisir de vous faire découvrir cette dinguerie-là. QAnon, c'est une mouvance complotiste extrême droitière qui considère que le monde est dirigé par une cabale d'élites pédophiles satanistes buvant de l'adrénochrome extraite de cadavres prépubères pour obtenir la jeunesse éternelle, élite qui contrôle l'état profond américain, mais en vrai un peu tous les gouvernements de la planète, c'est le nouvel ordre mondial, les fameux mondialistes reptiliens Illuminati. Mais bien heureusement, et grâce lui soit rendue, Donald, grand pote de Jeffrey Epstein, l'organisateur d'un réseau de détournement de mineurs Trump, serait en fait un envoyé divin venu pour sauver la terre des satanistes pédophiles. Non, c'est pas du tout une blague, je vous laisse plutôt constater par vous-même l'ampleur des dégâts. And one time I just came across a video that was about Biden and Kamala Harris and Clinton and Obama. They are Satan worshippers, Satanists. They're Satan worshippers, 100%. And I couldn't wait to tell my family. And they just go, they just said, you're crazy, Trump's the worst. I know what God wants of us and what Jesus wants, and it's what Trump wants, and it's what the patriots want. I would never turn back, no matter how many of my family I lose. Where we go on, we go on! God, Jehovah, you are the most high God. You are the most. Et même en France, le mouvement QAnon a pris de l'ampleur à la faveur de la pandémie, notamment via des mouvances sectaires de type New Age. Nous dénonçons ces vaccins. Nous disons depuis le début qu'ils sont dangereux, qu'ils ne sont pas là pour nous aider, mais pour nous conditionner, nous éliminer, voire nous esclavagiser, nous robotiser, tout ce que vous voulez. Les vaccins, ceux venant de l'administration Trump, passent dans des bases militaires et ils les remplacent par des remèdes. Des remèdes contre quoi, du coup? On sait pas, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les vaccins de Trump soient safe, comme la 5G de Trump. L'administration Trump, et ça j'ai vérifié l'information, c'est vrai, travaille de longue date pour fournir un réseau 5G clean et non nocif pour l'être humain. C'est une belle information. Bon, mais je tiens à être très clair, QAnon c'est juste une nouvelle version actualisée du complot juif pour s'adapter à la culture internet. La cabale d'élite satanique buvant du sang d'enfant qui dirige le monde? Pas besoin de faire un test de paternité à celle-là. Ce nom un peu étrange là, QAnon, ça vient de Q, un informateur secret, soi-disant proche de Trump, qui travaillerait à sauver l'humanité des pédos et fournirait des informations cryptiques via un forum du nom d'8chan. 8chan, un forum par ailleurs connu spécifiquement pour héberger du contenu pédopornographique. Ça ne s'invente pas. Les messages cryptiques de Q révéleraient en fait aux initiés un plan secret,
Le plan Q, comme disent les experts. Un plan pour renverser les élites pédosataniques qui ne sont pas du tout les juifs, t'inquiète, c'est les reptiliens illuminati venus d'Alpha du Centaure en soucoupe. Te pose pas trop de questions, hein, fidèle adepte du plan Q, contente-toi d'avoir confiance dans le plan. Ces théories un chouïa déjantées, un tout petit peu, hein, sous l'un des carburants ayant alimenté l'idée que la défaite de Trump aux élections américaines était un complot de l'État profond, et inspiré l'invasion du Capitole en janvier, faisant passer QAnon d'une simple dérive complotiste à un mouvement bien concret et même potentiellement terroriste aux yeux du FBI. Comment oublier par exemple ce gars-là dont la tronche a fait le tour du monde, un influenceur très connu comme étant le Shaman Q. C'est une espèce d'influenceur QAnoniste qui vient d'ailleurs de prendre 3 ans ferme pour sa participation à l'insurrection du Capitole. Un dernier point pour en finir avec QAnon, mais c'était important que vous compreniez pourquoi c'est aussi grave que Facebook puisse proposer en moins de 2 jours du contenu QAnon. QAnon est aussi investi à fond dans les théories du complot anti-vax depuis le Covid, le Covid n'existant pas et n'étant qu'un plan des élites pour nous contrôler, mais le Covid étant aussi une arme bactériologique faite pour nous forcer à prendre un vaccin contenant des micropuces capables de prendre le contrôle de votre cerveau via le réseau 5G. Mais oui, c'est clair. Moi, le pire dans tout ça, je vais vous dire, c'est que QAnon nuit à la lutte réelle contre la pédophilie et à la critique sensée de l'industrie pharmaceutique, notamment de la rétention du brevet des vaccins. Mais c'est sans doute plus facile et plus romantique de se battre contre des monstres imaginaires que contre des problèmes réels. Ceci dit, revenons à Carole et son compte Facebook. Eh bien Carole, parce qu'elle est chrétienne, conservatrice et convaincue par Trump, s'est vue proposer par l'algorithme Facebook des contenus QAnon en moins de 2 jours. L'algorithme de Facebook considère que si Carole aime Trump, est une conservatrice chrétienne et regarde Fox News, elle sera forcément intéressée par une théorie du complot délirante, parce que d'autres Américains chrétiens amateurs de Trump et de Fox News s'y intéressent eux aussi. Carol Smith n'a pas suivi les différents groupes QAnon proposés par Facebook. Et pourtant, Facebook s'acharne, Facebook est convaincu. Carole doit entrer sur les groupes QAnon, même ceux qui sont en contravention des propres termes de service de Facebook. Combien de temps Carole résistera-t-elle aux assauts de Facebook avant d'être lobotomisée par le plan Q? La bonne nouvelle, c'est que Carol Smith n'existe pas vraiment. Carol Smith est en fait un faux compte parmi des dizaines créés par une employée de Facebook en tant qu'utilisateur témoin pour tester l'impact de la plateforme dans la diffusion de fausses informations, de théories du complot et plus généralement de dingueries qui vont vous faire pourrir le cerveau en alimentant les parasites qui y résident. Des études internes de Facebook basées sur ce type de test montrent en fait que quel que soit le profil des personnes, on peut être amené à tomber dans des rabbit holes, comme ils disent, ça veut dire des trous de lapin. C'est une référence au trou du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Sauf que ce trou-là, au lieu de conduire au Pays des Merveilles, c'est à la terre de la dinguerie qu'il conduit. Prospèrent toutes sortes de théories du complot bizarres, de fausses informations et d'idées violentes, potentiellement létales. Encore d'après des documents internes, Facebook accueillerait à l'été 2020 des milliers de pages et groupes QAnon, regroupant des millions de membres et de followers, soit 1 an après la descente de Carole en terre QAnon. Autrement dit, les recherches internes à Facebook révèlent que l'algorithme de Facebook lui-même facilite la diffusion de fausses informations et de contenus propres à la radicalisation, et que Facebook n'en a rien à péter. C'est ce que révèle une fuite massive d'informations organisée par Frances Haugen. Frances Haugen est une ancienne ingénieure chez Facebook, spécialiste des algorithmes et chargée à l'époque de la lutte contre la désinformation. Frances Haugen, que vous pouvez voir en train de répondre aux questions du Sénat le 10 novembre dernier, à l'occasion d'une visite en France. Elle rejoint Facebook en 2019, en partie motivée par la radicalisation d'un proche via le réseau social. Elle voulait participer à rendre la plateforme plus saine, moins dangereuse pour l'esprit de l'utilisateur moyen. Et bah elle est tombée de haut. Mais heureusement pour nous, pas sans emporter dans sa chute une mine d'informations sur la façon discutable dont Facebook opère et la façon dont le réseau social renforce tout un tas de tendances pas très cool dans l'unique but de garantir son profit. Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous avons tous des parasites dans le cerveau. Nous sommes tous plus ou moins sensibles à ce type de rhétorique. Ça vaut pour moi, ça vaut pour vous, ça vaut pour absolument tout le monde. Ces parasites, ça peut être des préjugés, une tendance à croire dans des choses farfelues, une défiance envers les élites. Ça peut être des idées fixes, des convictions très fortes. Ce qu'on peut qualifier plus globalement de biais mentaux, de biais idéologiques. Et là, je parle même pas des biais cognitifs. Les biais cognitifs étant la façon dont notre cerveau nous trompe tout seul, plus ou moins naturellement. Je parle juste des biais qu'on se met dans la tête à cause de nos croyances et de nos désirs. Parce qu'on veut tous croire que des choses vraies sont fausses et que des choses fausses soient vraies, parce que ça nous rassure, parce que ça nous fait plaisir,
Et ce faisant, on se fait la proie de contenus trompeurs, voire de manipulateurs. C'est ça que j'appelle avoir des parasites au cerveau. Ces biais, qu'ils soient idéologiques ou cognitifs, et la façon dont nous nous mettons individuellement à croire à des choses fausses, est une spécialité de tout un écosystème de vulgarisateurs sur YouTube, qu'on désigne généralement sous l'étiquette de communautés zététiques. Moi j'aime particulièrement la chaîne d'hygiène mentale qui m'a beaucoup appris et que je vous conseille si vous ne la connaissez pas. Moi j'aime beaucoup ce que font ces gens-là, c'est super intéressant, mais un défaut de cette approche, ou plutôt une limite, c'est qu'elle ne prend pas en compte, du moins rarement pour ce que j'en ai vu, la nature massive et systémique des mécanismes qui appuient sur ces biais mentaux, qui font que des gens se radicalisent en masse et très rapidement. Si les gens croyaient au complot juif autrefois, non pas que plus personne n'y croit aujourd'hui, mais c'est un peu moins à la mode il me semble. Donc si les gens croyaient au complot juif autrefois, ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient des biais, c'est parce qu'il existait un écosystème d'auteurs et de publications antisémites. Aujourd'hui, ces structures de diffusion se sont amplifiées, massifiées, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi il est important de comprendre comment ils opèrent, ne serait-ce que pour faire de l'autodéfense mentale. Les réseaux sociaux ont tous une logique sous-jacente sur la façon dont vous sont présentés les contenus. Et cette logique est mise en code informatique par ce qu'on appelle un algorithme. Ce sont ces algorithmes qui amplifient cette mécanique mentale que nous avons tous. Ce sont eux qui nourrissent ces parasites qui nous bouffent le cerveau. Pourquoi ? Il faut comprendre ce qu'est le modèle commercial, le business model des réseaux sociaux. Le but d'un réseau social, c'est de générer chez vous de l'engagement, c'est-à-dire de vous faire rester sur le réseau social le plus longtemps possible et de vous faire revenir sur le réseau social le plus souvent possible. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils vous exposent au maximum à la pub, qu'ils permettent aux annonceurs de diffuser sur leur plateforme et qu'ils font du profit. C'est finalement un peu comme la télé. Vous connaissez peut-être cette fameuse phrase de feu le PDG de TF1, Patrick Lelay. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Eh ben, les réseaux sociaux, c'est pareil. La seule différence, c'est le type de contenu proposé. L'algorithme permet aussi de recueillir des informations sur vous, et de proposer aux annonceurs de cibler leur contenu pour votre profil, votre tranche d'âge, votre genre, votre niveau de stupidité, etc. Comme pour la télé, le meilleur moyen de générer de l'engagement, c'est de proposer du contenu à forte valeur émotionnelle. C'est la stimulation émotionnelle qui va vous faire rester et revenir. Ce faisant, vous devenez peu à peu un esclave cognitif de l'algorithme, des contenus qu'il propose et de la stimulation qu'il provoque. De plus en plus, votre temps de cerveau disponible est accaparé par la plateforme et les pubs qui pullulent. La stimulation émotionnelle rapide que le réseau social vous fournit devient une sorte d'addiction et vous en voulez toujours plus. C'est comme ça que, sans que vous en rendiez compte, les parasites déjà présents dans votre cerveau sont engraissés subrepticement, vous bouffent le cerveau toujours un peu plus, jusqu'au jour où vous n'avez plus de cerveau, il reste que les parasites. C'est comme ça que si vous avez le profil de Carole, vous pouvez tomber dans QAnon, et si vous mettez à croire dur comme fer à ces théories, c'est que les parasites en ont fini avec votre cerveau. Désolé, mais c'est comme ça. Si vous croyez à ces conneries, il ne vous reste qu'une seule option, c'est de postuler un rôle de figuration dans The Walking Dead. Là, je me concentre spécifiquement sur des sujets relatifs à des idéologies politiques ou au complotisme, mais l'effet des algorithmes et des plateformes est beaucoup plus large. Je vais prendre un exemple rapide pour vous montrer ce que je veux dire. Prenez Instagram, qui je rappelle est désormais une filiale de Facebook. Frances Haugen le rappelle dans son audition à l'Assemblée, mais on sait depuis longtemps comment Instagram renforce les complexes physiques, notamment chez les adolescentes, en les alimentant de contenus d'influenceuses beauté et de starlets top modèles retouchés sur Photoshop. La consommation de ce type de contenu alimente un phénomène de haine de soi. Ce phénomène, ça s'appelle la dysphorie corporelle. Cette dysphorie corporelle se caractérise par un ressentiment envers sa propre apparence physique, à son type de corps, et peut conduire à la dépression, voire même à l'automutilation. Et évidemment, les adolescents sont les plus sensibles à ce genre de problème. Ces contenus, qui mettent à l'honneur une certaine vision du corps et de la beauté, ne sont pas un simple effet des préférences des utilisateurs. C'est un choix algorithmique réfléchi des plateformes de vous montrer un certain type de personne, le plus conventionnellement attirante et le moins habillé possible tant qu'à faire. Voyez par exemple ce que dit un document interne de TikTok qui a fuité en mars 2020. TikTok demande aux modérateurs de ne pas promouvoir des contenus issus de personnes ayant un aspect facial repoussant.
TikTok indique que les contenus présentant des personnes avec des types corporels anormaux, trop de rides, des cicatrices faciales évidentes et des difformités faciales incluant mais non limitées à des troubles oculaires, des bouches difformes et autres handicaps, ne sont pas attirants et ne méritent pas d'être recommandés aux utilisateurs. Qu'on soit clair, il ne s'agit pas de dire ici que les gens qui conçoivent les algorithmes sont méchants pas beaux, ils agissent de la façon la plus propice à renforcer votre engagement sur la plateforme, dans le but final de taper le blé des annonceurs. C'est tout, ni plus ni moins. Alors pour comprendre comment on en arrive là, je vais me servir des fuites de Frances Haugen pour vous expliquer ce qu'est un algorithme, comment il vous manipule et comment des acteurs mal intentionnés peuvent l'utiliser pour vous manipuler. Commençons par le commencement, qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algo, c'est une suite d'étapes gérées automatiquement par le code informatique ou par une IA pour obtenir un résultat. Dans le contexte de Facebook, l'engagement dont je parlais plus tôt. C'est pas clair ? Disons que c'est comme une recette de cuisine. Vous avez un nombre d'ingrédients en entrée, l'algorithme les passe par une série d'étapes qui sont comme les étapes de la recette, et puis vous obtenez votre plat, c'est le résultat. La recette Facebook, c'est d'abord de recueillir les ingrédients. Pour ça, on observe votre comportement sur le réseau social. Ce que vous likez, ce que vous cliquez, ce que vous partagez, etc. Par une série d'étapes, l'algorithme détermine ce qui vous intéresse, dessine un profil de qui vous êtes et vous renvoie ensuite des recommandations, gère ce que vous allez voir sur la plateforme pour que vous soyez le plus investi par votre expérience sur le réseau social. C'est comme ça qu'on atteint le résultat, l'engagement, parce que l'engagement, c'est le résultat de Facebook, c'est-à-dire de l'argent. Alors en principe, tout ça c'est bien gentil. L'algorithme est là pour personnaliser votre expérience, optimiser ce que vous allez voir, pour ne voir que ce qui vous intéresse. La réalité est beaucoup plus sombre. Dans leur façon d'opérer, les algorithmes vont créer un phénomène qu'on appelle la ségrégation informationnelle. Il existe différents modèles pour expliquer cette ségrégation informationnelle. Moi, je vais parler de celui-là parce que c'est le plus visuel. On estime que l'utilisateur, symbolisé sur le graphique par une pastille, est plus ou moins idéologiquement convaincu par une idée ou une autre, ce qui est symbolisé par les couleurs. Pour garder notre fil conducteur, disons que les pastilles bleues sont les gens convaincus par QAnon et les pastilles jaunes sont les gens anti-QAnon comme moi. En blanc, vous aurez les gens qui n'ont pas vraiment d'opinion. Plus la pastille est colorée, plus la conviction est forte. Là, vous pouvez voir que les teintes sont très faibles, sauf deux pastilles beaucoup plus foncées perdues dans la masse. On verra après ce qu'elles signifient. Tout ça symbolise évidemment un réseau social. Les traits, ce sont les échanges d'informations qui se font entre les différents utilisateurs. Ce sont les likes, les partages et les groupes Facebook. L'activité normale d'un réseau, quoi. Plus votre teinte est forte, plus vous avez de chances de partager une information correspondante à la teinte. Plus vous êtes bleu, plus vous avez de chances de partager une information pro-QAnon par exemple. Par contre, l'algorithme est conçu de telle façon qu'au fil du temps, vos préférences sont détectées et on va vous relier de préférences avec d'autres pastilles de la même couleur et vous priver de l'information envoyée par les pastilles d'autres couleurs. On voit à terme que les pastilles blanches disparaissent, que les teintes sont très foncées à la fin et que les deux groupes sont complètement séparés à droite au bout de l'axe du temps. D'après les documents de Facebook, on sait que ce type de phénomène peut être provoqué par une seule et unique personne, la pastille très foncée du début. Ces personnes qui sont très colorées dès le départ sont ce qu'on appelle des agents biaisés, des convaincus qui sont là pour convaincre. Les agents biaisés, ils s'en foutent de produire des informations de différentes couleurs. Ils veulent produire une couleur, celle qui correspond à leur conviction idéologique. Dans notre exemple, le QAnon, cet agent biaisé, ça peut être Q lui-même, et les gens convaincus par Q, qui ne partagent que des contenus QAnon et rien d'autre, c'est-à-dire des infos bleues. Les utilisateurs proches de cet agent biaisé, ses amis directs, et puis ceux qui sont dans des groupes communs de parents inquiets ou de communautés de quartier ou je sais pas ce qu'on fait sur Facebook par les temps qui courent, vont recevoir une part disproportionnée de bleu et sont de plus en plus privés de jaune. Avec le temps, on observe alors un déplacement des acteurs dans une zone d'information ségrégée et un renforcement de la conviction de chaque acteur. C'est pour ça qu'à la fin, il n'y a plus une seule pastille blanche et toutes les pastilles sont foncées. Ce phénomène, quand l'algorithme ne vous balance qu'un seul type d'information biaisée, ça s'appelle une bulle de filtre. Vous avez l'impression que tout converge parce que vous recevez constamment l'information bleue, mais en fait vous ne recevez l'information bleue constamment, non pas parce qu'elle est vraie ou parce qu'elle est omniprésente, mais parce qu'on vous a privé de lien avec ceux qui diffusent l'information jaune. Arrivé là, plus vous êtes convaincu par l'information bleue, par QAnon, plus vous ne likez et ne partagez plus que des informations bleues, et plus l'algorithme vous fournit toujours plus de bleu.
Vous êtes piégé dans un univers informationnel constant, et comme vous ne pouvez plus communiquer qu'avec les personnes qui vivent dans la même bulle de filtre algorithmique que vous, qui vous fournissent des infos bleues et à qui vous fournissez vous-même des infos bleues, il est impossible d'en sortir. D'ailleurs, cet effet d'entretien réciproque idéologique entre personnes convaincues qui ne partagent que des informations similaires, ça s'appelle une caisse de résonance, et ça contribue à biaiser l'algorithme et à renforcer la bulle de filtre. C'est une sorte de cercle vicieux. Le constat des auteurs de l'étude, c'est que se forme une polarisation extrême autour des agents biaisés, ceux qui ne vous fournissent qu'une seule information à la base. Une masse d'utilisateurs se retrouve concentrée autour de l'information bleue, une masse d'autres autour de l'information jaune, les deux communautés deviennent hermétiques, c'est ça la ségrégation informationnelle. Alors là, je tiens à préciser quelque chose. On parle souvent de polarisation, et les études, le modèle que je viens de vous montrer, reposent souvent sur une forme de binarité qui renvoie dos à dos les deux camps. Dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Cette polarisation provient souvent, en réalité, de la radicalisation d'un des deux groupes. Si on reprend l'exemple QAnon, il n'y a pas ceux qui croient au complot QAnon et ceux qui croient au complot inverse, non. Il y a ceux qui croient au complot et ceux qui n'y croient pas et se mobilisent contre la radicalisation de ceux qui y croient. En tout cas, pour résumer et en revenir à la question de l'algorithme intervient à chaque étape de ce processus de ségrégation informationnelle. C'est lui qui vous met en relation avec les agents biaisés, c'est lui qui vous expose continuellement au contenu qu'il partage parce qu'il a détecté que vous avez eu des réactions émotionnelles. Et on imagine très bien la réaction émotionnelle que peut provoquer un contenu QAnon. Peut-être que vous êtes mère de famille et si on vous dit que des pédophiles satanistes contrôlent le monde, vous allez peut-être angoisser. L'algorithme est aussi ce qui contribue à créer cette bulle de filtre. Peu à peu, l'incompréhension s'installe entre ceux qui sont piégés dans la bulle et ceux qui sont en dehors. Et on sait que lorsque deux groupes sont ségrégés, des sentiments de rejet, de violence, des préjugés se développent entre eux. D'ailleurs, cette notion de ségrégation informationnelle vient à l'origine d'une étude sur les tensions raciales. L'étude montrait que quand deux groupes raciaux jusque-là isolés se rencontraient, c'était via des bus notamment dans le cas de l'étude, les sentiments de haine interraciale diminuaient peu à peu au fil du contact. Et ben l'algorithme il opère à l'exact inverse des bus. Lui, il fabrique cette ségrégation. Alors qui sont ces agents biaisés dans la réalité ? J'ai parlé de Q et de QAnon. On pourrait parler aussi de propagandistes comme Alex Jones, le type Kikri que j'ai montré tout à l'heure, et qui vient récemment d'être ruiné après avoir ruiné la vie de familles entières de par ses mensonges de propagandistes complotistes. Mais pour généraliser, ces agents biaisés, c'est ce que les recherches internes à Facebook qualifient de SUMA, Single User Multiple Accounts, utilisateur unique à multiples comptes. Autrement dit, c'est quelqu'un qui utilise la plateforme pour délivrer un message précis, et il ne fait pas tout seul. Enfin si, il le fait tout seul, mais il le fait en utilisant de multiples comptes pour diffuser au maximum son message biaisé. Or, ces SUMA sont devenus une source énorme de contenu capable d'influencer une masse extrêmement importante d'utilisateurs en un temps record. C'est cette rencontre entre les SUMA et l'algorithme Facebook qui explique en large part la prolifération de QAnon sur Facebook. Comme je l'ai dit précédemment, Facebook était au courant depuis au moins 1 an, mais Facebook s'en cognait et ainsi les fuites révèlent que de tels SUMA pouvaient, aux USA, toucher 11 millions de personnes par jour, soit 14% du public américain. Facebook était parfaitement au courant, mais a rechigné à agir car ça signifierait diminuer le trafic et l'engagement, vexer les annonceurs et perdre du revenu. Les politiciens européens sont conscients depuis longtemps du problème lié à l'algorithme de Facebook. Et certains d'entre eux s'en sont pris à la multinationale de Mark Zuckerberg, qui s'est bien gardé de le signaler ou de faire quoi que ce soit de consistant. C'est ce qu'on apprend aussi dans les documents de Frances Haugen. En avril 2019, un groupe de politiciens européens s'est plaint à Facebook que les changements algorithmiques de la plateforme opérés en 2018 avaient, et je cite, « changé la politique pour le pire ». C'était particulièrement vrai en Pologne, où les politiques locales s'étaient plaints que se déroulait une guerre civile sociale en ligne. Tous les politiciens ? Oh, pas tous, hein. Certains ne s'en plaignent pas trop, et même s'en félicitent. C'est le cas de Tomasz Grabarczyk. Merci Forvo. Thomas, qui est donc le responsable média de la Confédération pour la liberté et l'indépendance, une confédération de partis d'extrême droite évidemment avec un nom pareil. Thomas confirme que pour lui, l'algorithme est un algorithme de haine, ses mots, hein, pas les miens, mais qu'il est propice à diffuser des messages anti-confinement et anti-vax dans le cadre du Covid, et anti-immigrés, hein, ça c'est plus dans le cadre de leurs obsessions.
On est bon avec les messages émotionnels, conclut-il, et on imagine son air satisfait. Ce mec-là, aucun doute, bénit Facebook tout en râlant en public sur la censure de l'extrême droite par les réseaux sociaux. Ce qui provoque une telle polarisation en Pologne, et rappelez-vous ce que j'ai dit sur la polarisation, c'est un simple changement algorithmique opéré en 2018 par Facebook, qui souhaitait se baser de plus en plus sur les emojis que vous pouvez utiliser comme réaction en contenu Facebook à la place d'un like, notamment l'emoji colère, qui constituait une information 5 fois plus importante pour l'algorithme qu'un simple like. Autrement dit, l'algorithme considérait comme beaucoup plus engageant pour vous de vous fournir un contenu outrageant, ce qui, dans le contexte d'information politique, revient sans arrêt à vous refourguer du contenu toujours plus bête et stupide et énervant, comme des mensonges idéologiques visant à vous radicaliser dans un sens particulier. Aujourd'hui, des changements auraient été apportés pour corriger cet effet problématique, mais dans la réalité, nous n'en savons rien du tout, parce que l'algorithme utilisé par Facebook et par les réseaux sociaux en général est complètement opaque. C'est justement contre cette opacité que s'érige Frances Haugen. Elle dit en substance qu'il faut forcer les plateformes à plus de transparence, au moins aux yeux du législateur. Moi personnellement, je pense que les algorithmes, ou du moins les règles qui les animent, devraient être légalement publiques. On devrait savoir comment fonctionnent les plateformes dont nous sommes usagers, tout comme nous devrions être en droit de savoir d'où vient n'importe quel produit et la façon dont il est fabriqué. Depuis les révélations, le législateur américain a adopté une posture plus radicale. Il entend purement et simplement faire interdire l'utilisation d'algorithmes de recommandation. Autrement dit, votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux redeviendrait un fil chronologique comme c'était le cas au tout début de Facebook. Mais même ça, c'est pas suffisant à mes yeux. Le problème majeur avec tout média à but lucratif, et ça va aussi bien pour les journaux, chaînes de télé que les réseaux sociaux, le problème est double. D'une part, le but lucratif signifie que le média va rechercher avant tout le profit, avant la qualité de l'information qu'il diffuse. On sait que Facebook fait de vagues efforts pour modérer les contenus, mais ils ne prennent pas la peine de vérifier les informations eux-mêmes. Ils confient ça à des tiers parties dépassés. Et les modérateurs sont en nombre complètement insuffisant, particulièrement hors de la sphère anglo-saxonne pour modérer le contenu. Et oui, ça coûte cher, on va pas rogner sur les bénéfices en recrutant des gens, hein. On va plutôt confier ça à une vague boîte d'intérim semi-esclavagiste aux Philippines ou je sais pas quoi. Deuxièmement, le ou les propriétaires du média sont en dernière instance capables de prendre les décisions sur la ligne éditoriale, ce qui veut aussi dire la façon dont fonctionne l'algorithme pour ce qui concerne les réseaux sociaux. Généralement, ce qui intéresse le plus les propriétaires, c'est évidemment de faire du bénéfice. Évidemment, avoir une bonne image publique, c'est aussi favorable aux bénéfices. D'où cette impression qui peut sembler paradoxale, mais qui est en fait complètement logique quand on voit les choses sous cet angle. Les réseaux sociaux renforcent à la fois le complotisme et l'extrémisme, tout en ayant l'air de lutter contre. Il faut bien donner le change pour la communication d'entreprise. Bref, il est donc évident que ces décisions privées peuvent avoir un impact public majeur. Pour moi, il est donc intolérable que des médias privés existent, purement et simplement. Wow, au reste, tu veux tout nationaliser ? Non, il faut démocratiser. Il faut non seulement que les plateformes soient gérées démocratiquement par leurs employés, qui puissent avoir un droit de regard sur ce qui se passe, mais il faut aussi que les usagers aient un droit de regard sur ce qui se passe, qu'ils puissent définir en collaboration avec les employés comment fonctionne l'algorithme. Autrement dit, que les termes de service d'un réseau social soient déterminés par les usagers et par les créateurs de ce réseau social. Si des dingos QAnonistes décident de créer leur propre réseau social sur lequel le contenu QAnon est toléré, au moins on le saura et on pourra les voir ailleurs, ça encouragera la concurrence. Bon, mais ça évidemment, ça n'arrivera pas de sitôt si ça arrive jamais. On est déjà incapable de faire payer des impôts à Facebook, alors leur interdire d'exister sous une forme lucrative... En attendant, il ne reste qu'une solution individuelle à mettre en œuvre, limiter votre consommation de réseaux sociaux. Pour avoir vécu moi-même plusieurs années en Chine en tant qu'expat, où les réseaux sociaux occidentaux étaient bloqués, je peux vous assurer que ça fait du bien de ne pas avoir cette petite envie permanente d'aller scroller le fil d'absurdité. Mais ça là, vous extraire de la matrice créée par Facebook, Mark Zuckerberg, il a pas trop envie de vous laisser faire. Mark, il veut que l'algorithme soit partout avec vous, tout le temps. D'ailleurs, et là c'est une exclusivité planétaire, j'ai trouvé un document confidentiel inédit. Ce que vous allez voir, c'est une vidéo dans laquelle Mark Zuckerberg clame ses exigences pendant une réunion secrète de l'ONU. Si, je vous jure, regardez.
Your flesh is a relic. I'm your vessel. Hand over your flesh, and a new world awaits you. We demand it. Bon, plus sérieusement, je vous ai parlé de Facebook tout au long de cette vidéo, mais Facebook n'existe plus vraiment en tant que maison mère. C'est maintenant devenu un produit de la nouvelle maison de Mark Zuckerberg, Metaverse. Et Meta, plus que rassembler tous les produits que Zuckerberg possède, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Meta est aussi un vieux rêve de geek. Le rêve d'un univers 3D persistant dans lequel on pourra projeter notre moi digital pour vivre tout un tas d'expériences impossibles à vivre en réalité, ou nous donner un nouvel univers, celui-là virtuel, dans lequel interagir avec les autres. On pense tout de suite évidemment à l'adaptation récente de Ready Player One au cinéma, mais c'est une idée qui existe depuis longtemps, que ce soit à travers les MMORPG genre WoW, ou les univers virtuels plus anciens comme Second Life. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Merde, le con, il avait prévu ma blague super éculée. Pour moi, sur le principe Meta, je trouve ça super cool. La possibilité d'avoir un véritable espace virtuel dans lequel on va pouvoir travailler, voir des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir en vrai, sur le papier, génial. Mais les présentations qui sont faites dans la vidéo Meta de Zuckerberg sont super lisses. Il manque un truc, non ? Vous vous dites pas qu'en réalité, on aurait sans doute quelque chose d'autre dans le décor ? Des pubs partout, omniprésentes, des panneaux, des pop-up insupportables qui débarquent sans arrêt pendant vos pérégrinations virtuelles, des recommandations de trucs à acheter dans la réalité ou même pour Meta, en fonction des trucs que vous faites, des avatars qui portent des éléments cosmétiques, des skins de marques payantes qui seront comme une publicité ambulante et permanente, et des recommandations partout, fais ci, fais ça, paye ci, paye ça. Imaginez un peu ce que sera la propagande complotiste et politique sur un tel univers. Parce que le business model de Facebook va se transposer à Meta. Accéder au métaverse ne sera pas payant, au-delà du matériel qu'il vous faudra. Par contre, l'algorithme, la main invisible, sera partout omniprésente, capable de scruter chaque micro-élément de vos interactions en ligne, capable de proposer des moyens infinis aux marques de vous vendre leurs machins et aux propagandistes de vous inonder de désinformation. Meta, si le projet va aussi loin que ce qui est présenté, saura littéralement absolument tout de ce que vous fabriquez en ligne, mais même aussi en réalité, puisque le projet est d'avoir un programme de réalité virtuelle permanent que vous porteriez en permanence via des lunettes à réalité augmentée dans lesquelles on pourra vous bombarder d'encore plus d'informations. Chaque minute, chaque seconde de votre vie scrutée, analysée et réutilisée pour vous fournir toujours plus de recommandations, toujours plus de pubs, toujours plus d'engrais à parasites mentaux. Ah là là, comme j'ai hâte d'y être.